Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Au 4e jour de sa visite en Inde, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est rendu aux entreprises Bharat Forge Limited et Larsen & Toubro. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, reçu par le président de la République libanaise, Joseph Aoun, à qui il a remis une lettre de son frère, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Et puis cette vive controverse en France suite aux directives du ministre de l'Intérieur français concernant la régulation des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français jugé particulièrement répressive qui reflète l'influence grandissante des idées de l'extrême droite qui véhiculent des discours haineux et racistes à l'égard des minorités. On reviendra ce matin sur cette série de révélations et de rapports accablants qui mettent en lumière l'implication du régime marocain dans un vaste réseau de trafic de drogue s'étendant jusqu'en Europe, notamment l'affaire Escobar du désert. En Palestine occupée, l'armée et les colons sionistes ont multiplié les actes d'extrême violence contre les Palestiniens en Cisjordanie. Un sommet d'urgence sur la question palestinienne est prévu le 27 février suite à la proposition du président américain d'une prise de contrôle américaine de Gaza. Et puis sport à la fin du journal avec le Tour d'Algérie cycliste 2025 qui débute officiellement aujourd'hui. La première étape reliera Guelma à Constantine. Bienvenue à tous au 4e jour de sa visite en République de l'Inde sur invitation du général d'armée Anil Chouan, chef d'état-major de la défense des forces armées indiennes. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire et la délégation militaire de haut niveau qui l'accompagne se sont rendus hier aux entreprises Bharat Forge Limited et Larsen & Toubro. Raouf Hamouch. À l'entame, le général d'armée s'est rendu à la société Bharat Forge Limited, où il s'est enquis du haut niveau atteint par cette société, notamment dans le domaine de la sidérurgie, des véhicules militaires et de l'industrie de défense, et laquelle jouit d'une grande renommée dans le domaine de l'ingénierie technologique. Le général d'armée et la délégation qui l'accompagne ont écouté les explications relatives aux capacités de cette société dans la confection, la production et l'entretien des systèmes d'artillerie et des véhicules blindés. Les deux parties ont ensuite passé en revue les perspectives de coopération dans le domaine de la coproduction et du transfert de technologies avant que la délégation militaire algérienne ne visite certains pavillons de cette société où des explications détaillées leur ont été fournies sur ces diverses divisions, notamment sur les systèmes robotiques assistés par intelligence artificielle ainsi qu'une exposition afférente à ces différentes productions. En second lieu, le général d'armée et la délégation qui l'accompagne ont visité la société Larsen & Toubro, spécialisée dans l'ingénierie, les infrastructures et les industries de défense, où ils ont suivi une présentation reçue des détails sur les dernières innovations que présente cette société et sur ses capacités à produire des équipements militaires, ainsi que sur les solutions qu'elle propose dans les domaines des systèmes de défense aérienne, les radars et les infrastructures portuaires militaires. À cette occasion, le général d'armée s'est enquis des projets actuels et futurs de cette société, avant de saluer le niveau qu'elle a atteint, tout en mettant l'accent sur l'importance de consolider la coopération militaire entre l'Algérie et l'Inde et l'impératif d'élargir le partenariat au domaine de la recherche, du développement et de la formation. À l'issue, le général d'armée a procédé à la plantation d'un arbre dans l'enclos de cette société, en témoignage à la solidité des relations d'amitié entre l'Algérie et l'Inde.
En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf est à Beyrouth pour une visite officielle en République libanaise, pays frère. Il a été reçu ce matin par le président de la République libanaise, Joseph Aoun, à qui il a remis une lettre de son frère, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il lui a transmis ses salutations fraternelles et lui a renouvelé ses félicitations à l'occasion de son élection à la présidence de la République libanaise, lui souhaitant plein succès dans l'exercice de ses hautes fonctions. Attaf a réaffirmé la volonté de l'Algérie de continuer à défendre le Liban en sa qualité de membre arabe au Conseil de sécurité de l'ONU. Les deux parties ont également discuté des évolutions de la situation régionale, en particulier les développements de la question palestinienne, et ont convenu de poursuivre leur coordination en vue et des prochaines échéances arabes. Et puis le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, a félicité au nom du président de la République, le président libanais, pour l'achèvement des procédures relatives à la formation du nouveau gouvernement libanais. Il a réaffirmé le soutien total et la solidarité de l'Algérie envers le Liban. On écoute Ahmed Attaf. Je suis personnellement très honoré de cette rencontre. Je sors d'un entretien avec son Excellence, le président de la République du Liban, le président Joseph Aoun, qui m'a accordé une audience dont je suis fier en tant qu'envoyé du président Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier m'a chargé de lui remettre une lettre manuscrite dans le cadre du soutien constant de l'Algérie au Liban en toutes circonstances. J'ai au nom du président Abdelmadjid Tebboune félicité une nouvelle fois son Excellence, le président de la République du Liban, Joseph Aoun, pour son élection, ainsi que pour la finalisation des démarches relatives à la formation du gouvernement libanais, en lui souhaitant, au nom de l'Algérie, plein succès et réussite. Le Liban traverse, comme chacun le sait, une phase délicate de son histoire, marquée par le renforcement des institutions libanaises, la relance de l'économie et la consolidation de la sécurité. Dans toutes ces étapes, l'Algérie ne peut qu'être fermement aux côtés du Liban. Nous avons évoqué avec son Excellence le président les relations bilatérales et il a été convenu de la nécessité de leur redynamisation et de leur donner une nouvelle impulsion avec un contenu élargi. Nous avons également discuté de la participation de l'Algérie au Conseil de sécurité et de sa disposition à accompagner le Liban dans toutes les questions qui le concernent au sein de cette instance. Par ailleurs, nous avons abordé les prochaines échéances arabes et il a été convenu de l'importance d'une coordination étroite et d'une concertation régulière et durable entre l'Algérie et le Liban afin de contribuer à la réussite de ces échéances. Dans cette page mémoire, nous évoquons ce matin un autre exemple de la sauvagerie des expéditions punitives de l'armée coloniale qui a marqué l'histoire commune de l'Algérie et de la Tunisie. Sarriet Sidi Youssef, symbole de lutte commune, chaque année, sa commémoration rappelle le prix du combat pour la liberté et témoigne aussi de la cohésion des deux peuples. Mérim Damis. Alors que la guerre fait des ravages en Algérie, un violent bombardement de l'aviation française frappe le village tunisien de Sarriet Sidi Youssef. L'attaque visant les combattants du FLN fait plusieurs dizaines de morts, dont des civils, des femmes et des enfants. Ce drame provoque une indignation internationale et renforce la solidarité entre la Tunisie et l'Algérie. J'étais jeune, j'étudiais à Sarriet Sidi Youssef. Ma vie suivait son cours jusqu'à ce que deux avions nous attaquent. Les bombardements ont commencé vers 10h30. Ils ont frappé tout le massif montagneux de Sidi Ahmed. À la suite de cette attaque, la Tunisie intensifie son soutien à la cause algérienne, dénonçant l'agression française et appelant à une réaction internationale. Cet événement marque un tournant dans la coopération entre les deux pays qui aujourd'hui entretiennent des relations étroites fondées sur une histoire commune de lutte et de solidarité. Le peuple tunisien et le peuple algérien commémorent ensemble le massacre de Sarriet Sidi Youssef. Une date qui a scellé leur unité à travers le sang et l'histoire. Cette mémoire rappelle que leur destin est commun et que
Tout comme ils ont résisté ensemble à la colonisation, ils doivent aujourd'hui affronter l'avenir avec la même solidarité. Il est essentiel de transmettre cette leçon aux générations futures pour qu'elles comprennent que la stabilité d'aujourd'hui est le fruit de grands sacrifices. Aujourd'hui, Seriet Sidi Youssef reste gravé dans la mémoire collective des deux nations. Chaque année, Algériens et Tunisiens se retrouvent pour commémorer cet événement, rappelant que leur histoire est liée par le sacrifice et la lutte pour la liberté. Plaque tournante du trafic international de drogue, le Maroc est connu pour être l'un des plus grands producteurs de cette substance au monde et aussi l'un des acteurs dans le commerce illicite avec une production qui a atteint les 901 tonnes de résine de cannabis en 2022. Récemment, une série de révélations et des rapports accablants ont mis en lumière l'implication du régime marocain dans un vaste réseau de trafic de drogue s'étendant jusqu'en Europe, notamment l'affaire Escobar du désert. Au Maroc, les alertes se multiplient face à l'enracinement de la corruption au sein du gouvernement. L'influence grandissante des trafiquants de drogue et des blanchisseurs d'argent public dans la sphère politique alimente l'essor des réseaux criminels transnationaux. C'est extrêmement grave d'avoir des élus dans des institutions publiques qui sont en connivence avec des réseaux internationaux de trafic de drogue, à commencer par l'Escobar du Sahara. À Chichaoua et à Fès, des responsables élus sont également cités dans ces affaires. Cela vous donne une image de la manière dont la corruption a gangréné nos institutions. L'affaire Escobar du Sahara, toujours au centre de l'attention à la cour d'appel de Casablanca, ainsi que d'autres dossiers plus sensibles, révèle les liens de plus en plus étroits entre le pouvoir et les trafiquants de drogue. Nous devons tirer la sonnette d'alarme. Il est urgent de remédier à la situation. La manifestation populaire contre la corruption prévue ce dimanche à Marrakech est organisée par l'Association marocaine de protection des deniers publics. Elle concerne l'ensemble des Marocains. Dans un climat de forte contestation, les rues du Maroc résonnent de slogans exprimant colère et indignation. La population dénonce la précarité grandissante, la répression, la corruption et les expulsions forcées qui menacent son existence. Et puis, vive controverse en France suite aux directives du ministre de l'Intérieur français concernant la régulation des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, jugée particulièrement répressive, qui reflète l'influence grandissante des idées de l'extrême droite qui véhiculent des discours haineux et racistes à l'égard des minorités. Ce courant politique et ses relais médiatiques pointent du doigt l'immigration, les étrangers, en particulier les musulmans, qu'elle prend pour cible. Amel Borba. En France, l'immigration reste le terreau fertile de l'extrême droite française. Les étrangers, et en particulier les musulmans qui représentent une véritable obsession pour ce courant politique, sont accusés de tous les maux. Une stratégie de stigmatisation qui vise en réalité à attiser les peurs et détourner l'attention des véritables crises politiques, économiques et sociales qui secouent le pays. L'extrême droite française qui a de tout temps instrumentalisé la question de l'immigration à des fins politiques veut remettre en question le droit du sol en appelant à supprimer l'octroi automatique de la nationalité française aux enfants nés de parents étrangers. Ils essayent de faire un amalgame entre les questions d'immigration et les questions d'identité. Je rappelle que 20 millions de nos compatriotes ont au moins un grand-parent qui était étranger ou un arrière-grand-parent ou un parent qui était étranger. Moi, c'est mon cas, j'ai des Belges et des Italiens. Vous savez comment ils étaient accueillis à l'époque? À coups de poing, à coups de boule, et il y en a certains même qui se sont fait tuer. Il y a eu des massacres d'Italiens quand ils sont arrivés sur notre sol. Donc vous voyez, les xénophobes ne sont pas... ils existent à toutes les périodes. Il y avait déjà des xénophobes à cette période-là. Et ceux qui aujourd'hui vous disent « Ah non, mais l'immigration, ça se passait mieux avant », c'est des gens qui n'ont pas regardé dans le passé. Les récentes instructions du ministre de l'Intérieur français concernant la régularisation des étrangers en situation irrégulière ont suscité une vive polémique. Ces directives, jugées particulièrement répressives, reflètent l'influence grandissante des idées de l'extrême droite qui véhiculent des discours haineux et racistes à l'égard des minorités et notamment
les musulmans. Depuis 2018, les acquisitions de nationalité ont été divisées par 2 à Mayotte. Et pourtant, la migration, elle, n'a pas cessé de s'amplifier, y compris de Comores. Ça montre bien que le ressort n'est pas celui d'acquérir la nationalité. Le ressort, il est d'abord économique. Et pour répondre à Mme Youssoufa tout à l'heure, c'est pas la prospérité. C'est simplement que le PIB par habitant à Mayotte est 3 fois supérieur à celui d'un habitant en Comores. Donc pour régler ça, au lieu de s'attaquer à quelque chose qui n'aura aucun lien, il faut d'abord que nous garantissions l'égalité au département de Mayotte en équipement et de tout ce qu'un autre département français pourrait profiter, mais aussi que nous considérions que le fait que Mayotte est un département français nous donne un rôle régional. Cette idéologie, fondée sur le rejet de l'autre, contribue à instaurer un climat délétère en France, traduisant une volonté de contrôler non seulement les comportements, mais aussi les pensées et les convictions personnelles. Déjà, je note que vous sortez beaucoup de mots comme ça qui font peur, l'islamisme, les frères musulmans, etc. Ah, ça me fait peur, moi, oui. Mais ça me fait peur aussi. Ah oui. C'est fou. Ça me fait peur, sauf que moi, pour combattre l'islamisme, j'interdis pas des mères qui accompagnent leur enfant en sortie scolaire de porter le voile. C'est pas comme ça qu'on combat l'islamisme. Je suis vraiment désolée. Et ce que je voulais dire, en réalité, c'est que monsieur, il nous explique que selon vous, donc c'est une conviction personnelle, et je l'entends et je la comprends. Et en fait, moi, mon propos, il n'est pas de dire à tous ceux qui m'écoutent et à tous ceux qui me voient d'adhérer à mon port du voile. Je comprends que l'on ne comprenne pas. Je suis une personne intelligente, j'admets qu'on ne comprenne pas, c'est normal. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous le portez ? Justement, j'allais dire c'est un choix spirituel et en fait, j'aurais beau vous l'expliquer, vous ne le comprendrez pas. Face aux dérives de l'extrême droite française, la question de la protection des libertés individuelles se pose avec acuité. Une situation qui confirme l'ancrage d'une politique de plus en plus xénophobe au mépris des principes fondamentaux des droits de l'homme et des valeurs républicaines longtemps prônées par ce pays. En Palestine occupée, les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression militaire sur le camp d'El Farah au sud de Toubas pour le 8e jour consécutif au sud d'El Khalil. Un enfant a été agressé ce matin par des colons sionistes et des maisons d'anciens prisonniers libérés ont été pris d'assaut par l'armée sioniste, blessant des femmes et des enfants. Des dizaines de colons sionistes ont pris par ailleurs d'assaut ce matin l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée d'Al-Quds sous la protection des forces d'occupation. Par ailleurs, le mouvement palestinien de résistance Hamas a dénoncé hier les agressions et les mauvais traitements systématiques des autorités pénitentiaires sionistes contre les prisonniers palestiniens suite à l'hospitalisation de 7 prisonniers fraîchement libérés, ce que le mouvement qualifie de meurtre à petit feu. Et puis sachez qu'à la demande des Palestiniens et après des consultations au plus haut niveau avec les pays arabes, l'Égypte a annoncé ce dimanche qu'elle organiserait le 27 février un sommet des pays arabes pour discuter des derniers développements graves liés à la question palestinienne après l'annonce par Donald Trump de vouloir déplacer les habitants de la bande de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie et placer le territoire palestinien sous contrôle des États-Unis afin de le reconstruire. Les dirigeants des blocs d'Afrique de l'Est et l'Afrique australe réunis hier en Tanzanie lors d'un sommet visant à désamorcer la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans cette partie du pays. Les 2 blocs régionaux demandent également la réouverture des principales routes et de l'aéroport de Goma. Et puis sachez que d'ici quelques jours, les chefs d'état-major des pays membres des 2 organisations devront se rencontrer afin d'établir un plan de sécurisation pour Goma. Retour en Algérie et vif enterré pour le Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat, exposant comme visiteurs cherchent à établir des liens pour proposer des solutions au marché de l'emploi, notamment en ce qui concerne les métiers de l'intelligence artificielle et l'élaboration du meilleur business plan, un salon qui se poursuivra jusqu'à demain. Couverture à Melbourne. Si vous êtes à la recherche d'un emploi ou que vous voulez explorer de nouvelles opportunités et découvrir les dernières tendances sur le marché du travail, Algeria Job Summit est fait pour vous. Pour moi, je suis TS en informatique de gestion. Il y a des bonnes opportunités. Les demandeurs d'emploi doivent s'inscrire sur la plateforme OASET au préalable et par la suite, ils vont recevoir un message pour se rapprocher à l'agence la plus proche du demandeur d'emploi. L'objectif de notre participation, c'est de renforcer la visibilité des services numériques de l'ANAM
ainsi que d'échanger avec les acteurs clés du marché de l'emploi. Véritable carrefour de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat, cette 19e édition du salon offre de nombreuses opportunités. Tous les jeunes doivent tenter leur chance, vu qu'il y a des entreprises qui recrutent, des startups qui peuvent prendre de leur expérience et se lancer dans l'entrepreneuriat, des clubs scientifiques qui peuvent les aider à travers les formations gratuites. On a plus de 100 postes ouverts au recrutement actuellement, spécialement dans l'IT, dans le commercial, dans les moyens généraux et aussi dans le marketing. Depuis ce matin, on a reçu plus d'une 50aine de CV. On a plus de 200 projets. On les aide la paperasse pour labelliser les startups. En même temps, on les forme pour le business plan. Comme la mienne, j'ai Worky RH. C'est une plateforme B2B qui va aider et simplifier le système RH, le travail RH, à l'aide des algorithmes et même des IA qui vont vraiment automatiser le travail et le simplifier. Et je suis candidat le challenge meilleur business plan en Algérie. Club 100% scientifique et médical de la faculté de médecine d'Alger. Notre but est de former les étudiants à être des médecins compétents avant leur graduation. Nous proposons plusieurs formations médicales, que ce soit de la suture, du secourisme, les soins infirmiers, bref, tout ce qui touche au domaine médical. Ce salon qui s'étale sur 3 jours comprend des conférences, des panels et des ateliers. Avec en ligne de mire. On a prévu un challenge, il est en cours. Ce challenge prévoit, ça veut dire qu'on a lancé l'appel, on a reçu une trentaine de projets, on a fait une première sélection, on a retenu 10. Donc ces 10 projets vont être coachés. Au niveau, là, ils ont une salle avec des coachs professionnels et à partir de là, on va choisir les 3 meilleurs. Ce salon se poursuivra jusqu'à ce lundi, une occasion à ne pas rater pour les chercheurs d'emploi. Production pharmaceutique à présent, qui connaît un véritable essor. Ces dernières années, le marché a enregistré l'émergence de nouveaux laboratoires, mais aussi la diversification de l'offre, ce qui permet aux entreprises locales de se tourner vers l'exportation. Reportage Nesrine Dahmen, commentaire Amira Sifta. L'autosuffisance en produits pharmaceutiques, un défi que les pouvoirs publics se sont engagés à relever, notamment en facilitant les investissements privés qui ont permis de mettre en valeur les compétences nationales. L'industrie pharmaceutique a vu l'émergence de laboratoires qualifiés réalisés selon les normes internationales, qui contribuent de manière significative à l'approvisionnement du marché national avec une large gamme de médicaments. En tant que laboratoire, nous recherchons sans cesse de nouveaux partenaires dans le domaine de l'exportation. Actuellement, nous collaborons avec 22 pays répartis sur différents continents. Nous commercialisons désormais 17 produits via la pharmacie centrale des hôpitaux. Grâce à cette dynamique, nous avons pu assurer la fourniture de médicaments qui étaient auparavant importés. L'expertise algérienne dans la fabrication de médicaments se traduit par des indicateurs positifs. En témoignent les nombreux projets en cours de réalisation. Nous nous préparons à lancer un projet d'envergure, la production des matières premières nécessaires à la fabrication de médicaments anti-cancer. Ce développement nous permettra d'atteindre une production intégrale de ces traitements essentiels. La production pharmaceutique a connu un essor considérable ces dernières années, avec une attention particulière portée au traitement anti-cancer. En Algérie, 14 projets majeurs ont été initiés. 10 agréments ont déjà été délivrés. En attendant, les 4 restants qui seront accordés prochainement. Le secteur de l'industrie pharmaceutique dans notre pays a franchi des étapes déterminantes grâce à une politique avisée, visant à promouvoir et développer ce secteur stratégique et faire face aux maladies chroniques. Du sport à présent et c'est parti pour une grande boucle palpitante de 1400 km. Les 85 coureurs participants à la 25e édition du Tour d'Algérie de cyclisme ont entamé ce matin la première étape du TAC 2025 entre Guelma et la ville des Ponts Constantine sur une distance de 103 km à travers une étape marquée par un col de première catégorie dès le 12e kilomètre. Et puis hier, l'Érythréen Michael Milkias a imposé sa puissance au sprint pour s'adjuger le Grand Prix de Sariyet Sidi Youssef disputé entre Sariyet Sidi Youssef en Tunisie et Guelma sur une distance de 122 km en ouverture du Tour d'Algérie cycliste. Sid Ahmed Bouraïb. Le grand départ à partir de Sariyet Sidi Youssef reflète la fraternité et la solidarité entre les peuples algériens et tunisiens et la mémoire vive des massacres qui ont eu lieu dans la région le 8 février 1958.
Le peloton restera regroupé durant les 20 premiers kilomètres et passera par de somptueux paysages. Où qu'ils passent, ils sont encouragés par les populations sorties les encourager. La première échappée est composée des Algériens Abdallah Ben Youssef et Ayoub Sihiri et du Néerlandais De Jong. Une échappée qui prendra jusqu'à 4 minutes d'avance. À Bouchgouf, 25 coureurs contre-attaquent et rattrapent les échappés. Il ne reste alors que 20 km à parcourir. La victoire se joue au sprint et c'est l'Érythréen Mikialas qui franchit la ligne d'arrivée en premier en 3 heures, 0 minutes 9 secondes, suivi de Hamza Yassine de Madar et Najib Assal du Mouloudia d'Alger. Ça a été dur un peu au début de la course, ça a été un peu de montée. Et on a géré l'écart de l'échappée, on a fait bien travailler l'équipe de Madar. Et après, on a pris une décision pour ramener le paquet au sprint. On a fait tout pour gagner aujourd'hui, mais malheureusement, on a échoué à la dernière seconde. J'ai lancé le sprint un peu loin et le Érythréen était plus fort que moi et il a gagné. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Haribi. Excellente journée à tous.